C'est à moi de jouer. D'abord, tous mes remerciements pour ce qui a été, pour cette invitation, pour ce qui a été fait pour me faciliter la venue dans un état un peu déficient, comme vous allez le voir, et malheureusement, je le crains d'entendre un peu aussi. Je suis, moi, très content, lorsque toutes les personnes qui ont parlé ici avant moi ont dit des choses qui me sont proches, mais ça me rajeunit et j'en ai grand besoin, parce que, avant la guerre, j'ai suivi des cours dans l'université populaire, ensuite j'en ai donné, et par conséquent, l'idée qu'il est nécessaire d'avoir, à côté des universités officielles, les facultés, le collège ou les écoles de hautes études, des enracinements dans des milieux populaires, même si on pouvait critiquer la façon dont cet enseignement était mené, pour moi, il a été dit qu'on sentait ce soir une espèce d'atmosphère particulière. Oui, bien sûr. Pour vous dire la vérité, les médecins ne me conseillaient pas de venir, mais je n'aurais pas voulu. Si j'étais été ailleurs, peut-être j'aurais dit, bon, je l'aurais prévenu. Mais je ne voulais pas, dans une entreprise comme celle-là, qui est nouvelle, qui est courageuse, qui est hors du commun, je ne voulais pas au dernier moment me défiler. Donc, mesdames, messieurs, mes chers amis, chers camarades, salut. L'Odyssée, ce mot, en français Odyssée, est simplement le nom d'Ulysse. Ulysse en grec, c'est Odysseus. Par conséquent, quand je dis l'Odyssée, je parle à la fois, je vais parler à la fois d'Ulysse, Odysseus, et de ce retour d'Ulysse après 10 ans d'errance et 10 ans de combat au pied des murs de Troie. Alors, l'Odyssée, c'est un monde, c'est la mer à boire, et je n'ai pas la moindre intention de me livrer à cet exercice très divers. Mais c'est aussi une immense entrée qui est encore, à mon avis, sur pied, par où est passée toute la culture, au moins, du monde occidental. L'Iliade et l'Odyssée, deux grandes œuvres, les premières dont nous disposions, et qui sont à la fois accouplées sous le même nom d'auteur, Homère, je passe sur tous les problèmes que ça pose, et concurrentes. Pourquoi? J'en arrive à mon sujet. L'Iliade, c'est le poème d'Achille. C'est le poème du héros guerrier qui a une ardeur, une vie de courage beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, incomparable par rapport aux autres. C'est le héros modèle. Et par conséquent, ce que lui a choisi, ça nous est dit, c'est ce que les Grecs appelaient la vie brève. C'est-à-dire, il peut soit passer une vie comme tout le monde, avec ses enfants, sa femme, ses vieux parents, et mourir dans son lit, au terme de son âge, tranquille, avec des bonheurs et des malheurs quotidiens. Il peut avoir tout ça, qui est très bien, et après rien, il n'y a plus d'Achille, c'est fini, il disparaît. Les hommes, on les appelle mortels, les mortels, ils vivent, ils sont un peu comme les plantes. Il y a des feuilles, au printemps, elles viennent, elles s'épanouissent, et puis arrive l'automne, les orages, elles disparaissent toutes, et elles se mêlent indistinctes, et pour les hommes, sans nom, sans visage, oubliés à jamais, dans le néant, dans la nuit de la mort. Et si on ne veut pas ça,
alors il faut choisir la vie brève, c'est-à-dire choisir une vie qui sera coupée à la fleur de l'âge au moment où on est dans toute la beauté, dans tout l'éclat de l'adolescence. Elle sera coupée nette, parce qu'on passe son temps à mettre sa vie en jeu. Et qu'on sait qu'obligatoirement, quelles que soient les qualités qui sont les nôtres, quelqu'un viendra ou un groupe viendra qui mettra fin. La mort qui vous saisit quand la vie est dans son maximum, c'est ça l'idéal de la mort héroïque. Pourquoi? Parce que celui qui meurt comme ça en pleine jeunesse, dans l'éclat et la beauté de son corps, qui est lavé, qui est présenté dans des funérailles merveilleuses, celui qui fait ça, contrairement aux autres, il n'est pas comme ces feuilles qui se dispersent et disparaissent. Son nom reste éternellement vivant. Ce qui l'emporte par la vie brève, c'est ce que les Grecs appellent Kleos Aphthiton, une gloire impérissable. Et c'est vrai, la preuve. Nous sommes là, je parle d'Achille, comme s'il était encore vivant. Et ça fait plus de 3000 ans, parce qu'il était bien encore avant l'Iliade. Ça, c'est une des plaques. Et dans ce poème, où en quelque sorte le temps se déroule sur un rythme quotidien pour dire les batailles, les hauts et les bas, qui est merveilleux, en face de ce poème, il y en a un autre qui est l'Odyssée, et qui est, dont le héros n'est plus Achille, mais Ulysse. Ulysse est un bon combattant, un bon guerrier, courageux, mais il est surtout un type malin comme un singe, plein d'astuces, doué de ce qu'on appelle en grec la métis, l'intelligence rusée, c'est-à-dire qu'il est à la fois le modèle d'une patience inaltérable, il supporte tout ce qu'on lui met sur le dos, il ne bronche jamais, il ne recule pas, il se tient tranquille et il attend pour repartir. Il est ça, et il est en même temps non plus l'homme de la vie brève, mais l'homme du long retour. Sa vie, c'est l'idée qu'il a passé 20 ans, 10 ans à Troie, puis 10 ans après à errer sur les flots méditerranéens, 20 ans de sa vie. Mais il est tout le temps guidé par le fait qu'il n'oublie pas. Il est l'homme de la fidélité. De la fidélité à quoi? À sa terre, à sa femme, à ses enfants, à ses amis, à ses serviteurs. De la fidélité surtout à lui-même. Il veut être cet Ulysse dont il proclame à travers le poème à plusieurs reprises. Je suis Ulysse, fils de Laërte, dont les ruses sont connues partout et dont la gloire monte jusqu'au ciel. Alors, 20 ans de bagne, pour ça on peut discuter. Mais ces deux images, ces deux idéaux que présentent les textes sont à la fois associés et contrastés par rapport à un problème dont je voudrais vous montrer qu'indépendamment des qualités proprement poétiques, amusantes de l'Odyssée, qui est en même temps très amusante, pleine de drôleries, il y a dans ces deux livres un problème qui est celui, de la condition humaine, ce que c'est que vivre, ce que c'est que mourir, ce que c'est que l'identité dont on allait parler tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'être soi, qu'est-ce que c'est que communiquer avec les autres, qu'est-ce que c'est qu'un groupe humain, une société. Tout ça est par derrière, non pas abordé directement, comme le feront plus tard les philosophes, non, à travers des petites histoires marrantes ou dramatiques. Alors, pour essayer de vous montrer ça, je vais prendre un premier paradoxe. Ce premier paradoxe, c'est celui-ci. On arrive au terme du voyage, ou plutôt lui, Ulysse, arrive au terme du voyage après être resté presque 7 ans, caché,
partageant la vie amoureuse d'une déesse, Calypso. Il a fallu qu'elle le lâche, elle n'est pas contente, il part. Il lui arrive toutes sortes de mésaventures terribles, dont il se tire par miracle. Poséidon le poursuit de sa haine. Il arrive en Phéacie, qui est une espèce d'île. Quand je pense que certaines personnes considèrent que l'Odyssée est comme une sorte de Baedeker des routes méditerranéennes, alors ils veulent dire tel endroit, c'est ceci. Alors la Phéacie, on va la localiser. On ne peut pas localiser la Phéacie, parce que si la caractérise, c'est que c'est un pays qui n'existe pas et qui ne peut pas exister. Il est décrit comme quelque chose d'absolument à part. Mais c'est un pays qui a ceci de particulier. Il y a un roi et une reine qui ont une fille, comme vous le savez. Et c'est un pays qui est à mi-chemin entre le monde dans lequel Ulysse a été jeté au début de son errance, un monde de nulle part, un monde non humain, un monde frontière, et le monde qui est le monde humain d'Ulysse, qui est à Ithaque, mais qui pourrait être ailleurs. Et leur boulot, c'est de les passer. Alors, ils vont prendre Ulysse en charge, et ils vont le faire passer de ce monde de nulle part, dans lequel il navigue depuis des années, à son monde humain, à notre monde humain, à nous tous. Ils le font à travers un navire, qui est un navire qui a ceci de particulier, c'est qu'il marche tout seul, il n'a pas besoin de ramer, qui n'a pas besoin de barreur, parce qu'il se dirige tout seul. On lui dit, va, tu vas là, tu vas à Ithaque, puis il part, et il emmène notre Ulysse. Ils arrivent devant Ithaque, de nuit, ils déposent Ulysse sur une crique, dans un endroit qu'Ulysse connaît très bien, où il allait étant petit, étant jeune homme, que le poème lui décrit à plusieurs reprises. Il le dépose là, endormi, sous un olivier qui éploie ses branches, et il dort. Et le bateau repart. Et Poséidon, qui est furieux, parce qu'il déteste Ulysse, il espérait l'empêcher encore d'être chez lui, d'un coup de trident, au moment où il passe la porte entre le monde de nulle part et le monde des hommes, il fixe ce navire miraculeux sous forme d'un rocher, et dorénavant il ne peut plus bouger. Et par conséquent, on ne peut plus passer, sauf si on imite Homère, on ne peut plus passer du monde des hommes, de notre monde, à ce monde que raconte l'Odyssée. Alors Ulysse est là, c'est l'aube, il ouvre les yeux, il se réveille, il regarde, il voit ce paysage familier, ça fait 20 ans qu'il vit dans l'espoir de retrouver ce paysage, qu'il vit que pour ça, il ne reconnaît rien. Rien. Et il se dit, mais moi encore je suis tombé. Chez les cannibales, ça ne m'étonnerait pas. Il faut que je me méfie. Là-dessus, Athéna arrive, je passe sur les détails, et elle lui dit, mais non, imbécile, idiot, tu es malin, mais moi, deux tailles d'avance sur toi. Parce que c'est moi qui fais que tout te paraît étranger. Et pourquoi je fais ça? Je vais te le dire. Tout te paraît étranger afin que personne ne te reconnaisse. Tu ne reconnais pas ta propre terre, tu ne reconnais pas cette crique, tu ne reconnais pas cette mer, parce que même les personnes qui te sont le plus proches ne doivent pas, te voyant, te reconnaître comme Ulysse. C'est-à-dire que ce que veut Athéna, ça touche à notre problème, c'est qu'Ulysse, qui a été confronté par la volonté des dieux à ce monde de nulle part, à ce monde où un homme, Ulysse, est soumis à l'épreuve de voir quelles sont les frontières de l'humain et de voir comment les choses qui lui paraissent les plus normales peuvent n'être pas vraies, comment tout peut basculer
et comment ce qu'il est, ce qui n'a jamais cessé d'être à la tête de ces bateaux, Ulysse, comment ça aussi ça peut disparaître, et où il n'aura plus d'identité, où il ne sera plus rien ni personne, comme une bête, rien, plus d'Ulysse. Il n'est pas mort, il est toujours vivant, il a disparu, on ne sait rien de lui, et son fils dira, il a disparu, est-ce que c'était mon père? J'en sais rien. C'est comme si on l'avait effacé. Et c'est cet Ulysse qui a subi cette épreuve, et qui finalement, même dans les conditions les plus difficiles, toujours est resté à un certain point de lui-même, fidèle à son souvenir, n'a jamais oublié Ithaque, et surtout est resté fidèle à l'identité qu'il veut reconquérir. C'est ça qu'Athéna met en présence devant la mer à Ithaque. Je vais faire en sorte que tu aies, et c'est la seule façon pour toi de gagner, que personne ne te reconnaissant, tu puisses par la ruse te réinsérer peu à peu dans le cadre social bien délabré qui est celui d'Ithaque, puisque depuis 20 ans il n'y a plus de roi, les rois ne sont plus en place, et te réinstallant à cette place, jouant ton rôle social par fidélité à ce que individuellement tu as toujours considéré comme l'essentiel, tu vas pouvoir aussi redevenir toi-même Ulysse en personne. Je mets en présence Ulysse en personne, qui va revenir en gloire, et Ulysse personne, Ulysse rien du tout, qui a passé 10 ans à suivre, si je peux dire, ce terrible exercice. Et alors elle explique ça. Elle lui dit ceci que je vous lis pour vous faire sentir le style. Pour qu'il demeure ignoré de sa femme et de son fils, elle lui annonce ce qu'elle va fabriquer avec lui. Je vous lis. Je vais te flétrir cette si jolie peau sur ses membres flexibles, faire tomber ces blonds cheveux de cette tête, te couvrir de haillons qui saisiront d'horreur les regards des humains. J'éraillerai tes yeux, ces beaux yeux d'autrefois, afin qu'à tous les prétendants, tu apparaisses à Ichélios, d'une hideuse laideur, d'une hideuse non-ressemblance à l'humain. C'est-à-dire qu'à la place d'Ulysse, on va avoir ce vieux mendiant. Ce vieux mendiant, il n'est pas simplement le costume, le grimage, le masque. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça ne peut pas marcher comme ça chez les Grecs pour des raisons de ce qu'ils appellent la personne, l'identité. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire intérieurement et extérieurement, comme elle l'a fait, de ce personnage, qui doit avoir maintenant 45 ans, un vieillard complètement délabré, ramolli, denté, faible, puant, souilleux, et qui n'a aucune dignité, qui ne peut en avoir aucune. Car mendiant, ça veut dire qu'il est hors société, ça veut dire qu'il erre d'une maison à une autre, essayant d'obtenir un morceau de pain. Ça veut dire qu'on peut le traiter comme on veut. Il est en dehors des cadres où chacun ayant sa place a droit à un certain type de respect, un certain type de timet, d'honneur. Non, il n'est rien. Il est comme un animal qui serait sous la table, qui vous embête les pieds, à qui on donne un coup pour qu'il file. Je veux dire que quand on va lancer à la tête d'Ulysse un morceau de viande, quand on va l'insulter, l'injurier, lui, tel qu'on le connaît, Ulysse en personne, il serait là et bon. Mais Ulysse personne, il bronche pas. Il incarne le mendiant. Il s'est mis dans la peau du mendiant. Et on va voir comment, pour redevenir autre chose, il doit faire. Voilà. Alors vous me direz, mais ça, c'est dans ta tête, non? Non, comme je ne veux pas quand même vous tuer, ni moi.
Je vois là, dans la très savante construction du texte, ça c'est à la fin, c'est au moment où il revient, et où il est. Il va falloir, c'est des grandes scènes de ce qu'on appelle la reconnaissance, où Ulysse va être peu à peu reconnu par un certain nombre de membres de sa famille ou de son clan, et il va pouvoir agir avec l'aide d'Athéna. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand Ulysse et sa flottille a dépassé le cap Malais et ouvre sur une autre mer, Ulysse croit que ça y est qu'il a gagné. Il n'a rien gagné du tout. Parce qu'à ce moment-là, les dieux déclenchent une formidable tempête et que son bateau, à travers les vents et la houle, est transporté justement dans un espace où aucun des marins ne sait où il est, dans un espace de l'ailleurs. Ils sont là, ils ne comprennent pas. Et cet ailleurs, il est un espace non humain. Parce que les hommes, pour les Grecs, c'est tout à fait clair. Ce sont d'abord des mortels. Ensuite, il y a leur régime alimentaire. Ce sont les mangeurs de pain et les buveurs de vin. C'est comme ça que dans les textes on les définit. Ce sont des gens qui ont des règles. Il y a des dieux, il y a des groupes. C'est pas n'importe quoi. En particulier, parmi les dieux, il y en a un qui est Zeus Xenios, le dieu de l'hospitalité, le dieu des étrangers, auquel aucun grec ne peut se soustraire. Et ils arrivent dans un monde dont ils vont faire la connaissance très vite, stupéfaits, horrifiés, où plus personne ne mange comme les hommes du pain et du vin, où les gens qui voient sont soit des nymphes, soit des monstres, soit des géants, soit des cyclopes, soit des gens très bizarres, où ils boivent des drogues magiques, où ils se nourrissent comme des anthropophages, ou au contraire, où ils se nourrissent de mets qui sont des mets d'immortalité. Donc, un monde qui est le contraire des hommes. Et ce monde, il va représenter pour Ulysse et ses marins un grave danger, c'est qu'aux prises avec tout ça, s'ils oublient le retour, s'ils n'ont plus toujours en tête ce qu'ils ont été, ils sont fichus. Et par conséquent, le problème est là, on jette Ulysse et ses hommes aux frontières de l'univers pas civilisé, humain, et on voit comment il se tourne. Je n'entre pas dans le détail, un mot simplement. C'est là qu'il y a le fameux épisode du Cyclope. C'est Ulysse qui veut aller... Alors, c'est le silence et la nuit. Ils abordent à un moment. Le texte dit, on ne voit rien, il n'y a pas d'étoiles, la lune s'est cachée, le bateau marche tout seul. Et ils entrent comme si là, au pied de la montagne des Cyclopes, s'ouvraient les portes de la nuit. Et ils y étaient poussés sans rien voir. Alors ils arrivent, ils n'ont pas vu l'île où ils abordent et où le bateau vient se placer. Je laisse tomber l'aventure avec les Cyclopes, sauf que je vous rappelle que ce Cyclope anthropophage tient les Grecs prisonniers dans son antre, qu'il lui en faut deux Grecs le matin, 2 Grecs le soir, les attrape par les chevilles, il leur casse le crâne contre les parois de la caverne et il avale ça. Et avant de se livrer à sa ruse, le Cyclope dit à Ulysse, écoute, dis-moi comment tu t'appelles. Dis-moi comment tu t'appelles. Si tu fais ça, moi je te ferai aussi un cadeau. Et Ulysse, à ce moment-là, solennellement, c'est le début de cette errance, lui dit, mon père et ma mère m'ont appelé Outis, personne en grec. Ou, c'est la négation, tis quelqu'un. Outis, personne. Mon père et ma mère m'ont appelé personne. Mes amis, mes compagnons m'appellent de ce nom qui est mon nom reconnu.
Ah bon, dit le cyclope. Va pour Outis. Alors vous savez ce qui se passe, c'est que quand les cyclopes ne vivent pas groupés, quand le cyclope est aveuglé, il appelle au secours les autres, quelques cyclopes qui viennent et qui lui disent « Qu'est-ce qui t'arrive, cyclope ?»« Ah, c'est terrible. Voilà. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quelqu'un t'a attaqué? Outis !» Personne. Ben, si personne... Alors... alors, je n'ai pas dit quelque chose. Outis, c'est donc personne. Mais le mot pourrait être remplacé par un autre, qui est son synonyme, et qui est métis. Mais c'est la négation, tis, pareil. Outis, métis. Or, métis, c'est la grande qualité intellectuelle. Il est, Ulysse, l'homme à la métisse. Ça veut dire que quand il ment, et qu'il s'appelle Outis, et qu'il est très malin de le faire, en réalité, il joue sur les mots, et le texte, je ne veux pas vous lire ça, il faudrait le lire en grec d'ailleurs, le texte joue entre Outis et métis, on est à la fois là sur un plan et sur l'autre. Je suis personne, et je suis le roi des malins, etc., etc. Et en effet, il serait le roi des malins au début de cette errance, si il n'avait pas, comme beaucoup d'entre nous, et comme beaucoup de Grecs, une certaine vanité, quand ils finissent par échapper au cyclope, qui est en haut de sa montagne, qui prend des gros blocs de pierre et qui les leur balance en espérant qu'il va atteindre le navire, Ulysse ne résiste pas. Et lui dit « Ouais, cyclope, si quelqu'un te demande qui est arrivé à aveugler ton œil unique et à te plonger pour toujours dans la nuit, dis-lui que c'est Ulysse, le fils de Laërte, ce vainqueur de Troie, celui dont la gloire monte jusqu'aux dieux du ciel. » Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le cyclope, en entendant ça, dit « Mais alors, c'est toi, Ulysse ?» Je savais, il y avait un prophète qui m'avait dit « Attention, un jour, les cyclopes vivent très longtemps. Un jour, il y a un guerrier qui va venir et qui va t'attaquer, qui s'appelle Ulysse. » Je le savais, mais quand j'ai vu quoi, lui dit le cyclope, ce gringalet, ce merdeux, ce rien du tout, qui n'a pas d'allure, qui ne m'a pas combattu, qui m'a eu par la ruse, après m'avoir saoulé. Pas une seconde, j'ai pensé que ça pouvait être Ulysse. Et il s'adresse à son père, Poséidon, en lui disant « Regarde ce qu'il m'a fait. Il s'appelle Ulysse, je te donne son nom, tu le gardes. Tu ne l'oublies pas. Et tu fais en sorte qu'il ne puisse pas rentrer chez lui, jamais. Et s'il rentre, que ce soit au terme des souffrances, des privations les plus terribles, et tout seul, sans plus personne avec lui, isolé, solitaire, et pas dans un bateau à lui, dans une barque étrangère, qui soit étranger à tout ce qui est lui. » Et en effet, c'est ce que fait Poséidon. Alors, je passe sur les choses, et j'en viens tout de suite au fait que dans ce récit, où il y a bien des incidents burlesques, tragiques, à un moment donné, Ulysse et ses compagnons vont au pays des Cimmériens, qui est un pays où la lumière n'arrive jamais, pays de brume nocturne. Et ils vont pour voir où se trouve la fosse, qui est la bouche des morts. C'est-à-dire, il y a dans la terre un trou, et tous les morts passent par là. Et Circé a donné à Ulysse des renseignements qui lui permettent d'évoquer certains morts. Alors les morts, ces morts-là, c'est terrifiant, c'est une espèce de nuée d'ombres, de fantômes, tous mêlés les uns aux autres. Ils ne peuvent plus parler, c'est une rumeur incompréhensible. C'est, si je peux dire, à côté des êtres vivants qui ont chacun leur figure singulière, leur nom,
leur histoire, leur statut particulier, c'est le chaos. Alors il voit ça, il est effrayé. Je passe, il voit à un moment donné Achille, si je peux dire son concurrent de l'autre poème, le héros guerrier, la vie brève, le chantre de la vie héroïque, brève, ardente, et qui vous donne la gloire immortelle. Alors il le voit, il lui a donné cette drogue rituelle qui fait que quelques instants, Achille reprend une espèce de conscience et peut parler. Et Ulysse lui dit « Achille, Achille, mon Dieu, comme je te vois. » Et c'est pareil, tu es ici l'objet des mêmes honneurs que tu avais dans l'armée achéenne. Tout le monde te reconnaît comme ce qu'on fait de mieux, comme la crème, comme le modèle. Et j'en suis heureux pour toi. Il dit, c'est moi qui arrange un peu. Et Achille lui répond, là encore, j'arrange. Mon pauvre Ulysse, tu n'y es pas du tout. J'aimerais mieux être le dernier des cutéreux, les pieds dans la fange, à travailler du soir au matin, vivant, que cette royauté que tu m'attribues aujourd'hui, que je suis mort. C'est-à-dire que ce que l'Iliade présentait à partir d'Achille comme l'idéal, si je peux dire, qui s'impose. Bon, Achille, il est mort, c'était rien, mais ce qui compte, c'est cette gloire. Une petite voix, j'imagine, en tout cas, même un filet de voix dans Achille, le fantôme, dit « ça, c'est ce qu'on raconte, ça, c'est ce que les vivants racontent, parce que ce sont les vivants qui écoutent les hauts faits d'Achille. Mais nous, qui avons accompli ces hauts faits et qui sommes morts, eh bien c'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui compte. C'est seulement la vie qui compte. La vie telle qu'on la vit, nous tous, quotidiennement, avec ses malheurs, avec ses bonheurs aussi, avec ses plaisirs, avec ses détresses, avec ses épreuves. C'est ça qui compte. C'est présent et c'est prévent encore dans un autre passage que je laisse tomber. Mais cette espèce d'avertissement étonnant, cette espèce de cloche qui retentit pour dire il y a ce que moi, poète, je dis et je fais dire à Achille. Et puis, il y a quand même ça. À un moment donné, on meurt, on disparaît, on n'est plus rien que cette espèce de foule informe où plus personne n'est reconnaissable. Et la dernière phase de ça, c'est quoi? C'est à la fin, tout à fait, de leur périple, ils ont accompli, l'équipage d'Ulysse accomplit un sacrilège épouvantable en s'attaquant à l'œil qui voit tout et qui anime tout, au soleil, Hélios. Ils ont faim, la faim c'est un enfant de nuit, ils sont fatigués, Ulysse leur a dit surtout ne toucher à aucune de ces vaches, sinon. Et en plus le sommeil s'abat, que les dieux envoient à Ulysse pour lui faire un mauvais tour. Le sommeil recouvre de nuit les yeux d'Ulysse, et pendant qu'il dort, les autres tuent ces vaches, se gorgent de nourriture, et le soleil se tourne, comme avait fait le borgne. Le soleil se tourne vers Zeus et lui dit « Tu as vu ce qu'ils ont fait? Si tu ne les châties pas, je cesse de briller pour les dieux, de leur apporter une lumière immuable et éternelle de jeunesse et de vie. Je cesse à briller sur la terre des mortels pour leur apporter le soleil et la nuit. Et je vais éclairer dans le fond de la terre le Tartare, le gouffre des morts, et tout cela, toute cette pourriture va être illuminée. Ah, je suis allé, elle ne fait pas de bêtises,
reste où tu es, pas de souci. Alors les autres, gorgés de nourriture, repartent en bateau. Zeus foudroie le navire, et très vite, tous les compagnons d'Ulysse, sauf lui, sont comme des oiseaux crevés qui, les ailes déployées, ballottent sur les flots. Et Ulysse, dans les vagues déchaînées, s'est accroché à un morceau de bois, et là. Alors là, il est au bout du rouleau, complètement. Il se trouve que Calypso, une déesse, le voit et le sauve, le recueille et le sauve. Et alors ça, l'épisode de tuer Calypso, c'est l'épisode central. Il va rester 7 ans avec elle. Et pendant 7 ans, ils sont là tous les deux, en tête-à-tête amoureux, plus ou moins. Au bout de 7 ans, c'est moins brillant chez Ulysse. Et c'est là que les problèmes sont posés en toute clarté. Ulysse est là, il mène une vie de patachon. Elle est une déesse. Ça veut dire qu'elle, à table, elle mange, bien entendu, les nourritures d'immortalité, l'ambroisie, le nectar. Mais elle donne à Ulysse les nourritures humaines. Elle a fait pousser, il y a du blé, il y a du vin, il y a des viandes. Chacun a son régime. Ils font le soir ce qu'ils ont envie de faire dans un lit nuptial, et ça dure longtemps. Et quand l'Odyssée s'ouvre, il y a un conseil de ministres des dieux, et il y a Athéna, qui avait abandonné Ulysse pour ne pas déplaire à son frère Poséidon, qui dit « Mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Cet Ulysse, il ne vous a rien fait, pourquoi est-ce qu'il est là ? Il est isolé, on l'a jeté dans un trou, une oubliette. Plus personne ne pense à lui. Lui, il continue à penser au sien, mais il n'est pas content. » Mais oui, tu as raison. Et on envoie Hermès, le dieu Véloce, chez Calypso. Or, Calypso, c'est une déesse, mais comme son nom l'indique, Calypso, ça vient de kaluptein, qui est le mot grec pour dire cacher. Elle est à la fois celle qui cache, elle va le cacher, et elle est à la fois celle qui est cachée. Elle va vivre ses années d'amour clandestine sans que personne soit au courant. Celle qui cache, puisqu'elle va cacher Ulysse. Alors Hermès file là-bas en râlant, il n'y a jamais été, il dit c'est au diable, je vais me perdre. Quand elle le voit, elle lui dit oh, alors Hermès, qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens jusqu'ici, tu n'as pas l'habitude. Oh, c'est Zeus qui m'envoie. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit que tu as chez toi cet Ulysse qui te sert de mari. Il faut qu'il rentre. Alors elle lui fait une scène terrible. Elle lui dit ah, vous êtes vraiment des jolis cocos. Vous êtes pires que les hommes. Vous êtes des jaloux pathologiques. Vous ne pouvez pas supporter l'idée qu'une déesse comme moi passe sa vie heureuse avec un homme mortel. Je sais bien que je suis coincé, je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas de bonne humeur. Bon, alors elle lui demande, ça m'est égal, il dit, tu vas le renvoyer. Vous allez construire un radeau et tu vas le renvoyer. Où est-ce qu'il est? Et alors là, le texte nous montre Édipe, tout seul, dans la journée, au pied de la mer est à ses pieds, il est assis sur un rocher, il pense au retour, il pense à Ithaque et il pleure comme un veau de souffrance et de douleur, de nostalgie. Il pleure parce que il n'a plus envie de vivre avec cette nymphe bouclée. Et comment est-ce qu'elle essaye de le retenir? Je vous pose le problème. Elle dit à Ulysse, c'est tout simple. Si tu restes avec moi, tu auras l'immortalité, tu seras comme un dieu, et une jeunesse inaltérable. Immortel, toujours jeune.
Mais la condition, c'est que tu restes ici. Si tu pars, je sais d'avance que beaucoup d'épreuves terribles t'attendent. Et donc, le même choix se représente. Et ce même choix, c'est que ce qui est essentiel pour Ulysse, la mémoire de ce qu'il a été, mais c'est aussi que, d'une certaine façon, s'il devient caché chez elle, immortel et toujours jeune, il cesse d'exister. Il n'y a plus d'Ulysse. Il n'y a plus d'Ulysse parce qu'il n'y a plus de retour. Et il n'y aura plus, par conséquent, d'Odyssée. Il n'y aura plus un texte qui racontera ce qui s'est passé. C'est ce que son fils Télémaque explique à Athéna qui lui a fait visite. Il dit, mais mon père, il n'y a plus de père. Il a été happé, disparu. Si au moins il était mort noyé, on aurait rattrapé son cadavre, ou mis un cadavre de substitution, il aurait une réalité chez nous. Mais là, c'est fini. Il a été effacé. Or, ce qui est essentiel pour Ulysse, c'est qu'il retrouve les siens, il se reconstruise. Et il ne peut pas se reconstruire avec tout son équipage mort. C'est trop long, hein, écoutez, je finis. C'est tout son équipage mort. C'est la solitude. C'est pas un véritable amour. Il y a ce texte. C'est qu'il n'a plus envers. Le soir, elle vient rejoindre Ulysse. Elle qui le veut, lui qui ne le veut plus. Il ne trouve plus de charme à la nymphe bouclée. Eros, le désir, ne se porte plus sur la nymphe. Ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, c'est de mourir. Il choisit de mourir, à condition de mourir comme Ulysse et de ne plus être dans cette espèce d'espace fictif, mythique, où un homme peut être immortel. Bon, il revient et il se reconstruit. Alors je termine, rassurez-vous. Le dernier terme de cette reconstruction, où il va faire la démonstration qu'il est bien Ulysse, en montrant quoi? Des sématas, des signes, de sorte que tous les assistants qu'il a pris avec lui, en voyant ces sématas, par exemple, la cicatrice que lui a fait un sanglier quand il avait 15 ans, au cours d'une chasse initiatique chez ses parents maternels. Alors, quand le bouvier et le porcher qui vont l'assister, la nourrice aussi, qui va reconnaître, sur ce séma, il regarde, il voit. Le séma, c'est une chose qu'on a sous le nez, mais qui renvoie à quelque chose d'invisible, et qui le renvoie dans un temps qui peut être très lointain. C'est-à-dire que la présence, dans l'actualité du récit, dans le présent du récit, d'Ulysse, essayant de se remettre à des places différentes, de se faire reconnaître à son fils, parce que il n'a plus, là, le pauvre, il n'a plus de... Il ne sait même pas s'il a un père. La scène où Ulysse fait la démonstration qu'il est bien la père, c'est une chose merveilleuse. Il lui dit à peu près, tu ne vas pas continuer à faire l'imbécile, c'est moi ton père, je suis Ulysse, obéis. Et l'autre est si content d'avoir un père qu'il est ravi. Il fait ça. Avec la nourrice, ça marche tout seul. Avec les deux autres, c'est pareil. Ils le reconnaissent. Avec son père, c'est la même chose. Il va jouer l'enfant et par conséquent, il va se replacer dans le casier d'Ithaque. Il va se replacer dans la case que son père connaît bien quand lui était, à force de l'âge, le petit, l'enfant. Mais là-dedans, il y a un pépin. Pénélope. Pénélope, vous savez comment elle a filé, elle a essayé d'échapper. Elle ne peut plus échapper aux prétendants, les ruses. Elle est aussi maligne, aussi rusée que lui. Et pourquoi elle ne veut pas? Elle ne veut pas le reconnaître. Elle résiste. Parce que
dans ce recadrage avec autrui social qui va remettre Ulysse à ses places, chacun de ceux qui jouent avec lui ou qui l'amènent au jeu ont des places définies. Son père, Laërte, il voulait un fils. Les serviteurs, ils voulaient un maître. Son fils, il voulait un père. Tandis que, première différence fondamentale, elle, Pénélope, elle ne veut pas de mari. Ça fait 50 qu'elle en a, 50 qui lui traînent aux jupes. Elle ne veut pas un mari, elle dit ce qu'elle veut. Elle veut l'Ulysse de sa jeunesse. Le problème pour elle est de savoir, non pas si le mendiant est en réalité Ulysse, avec les coups de baguette d'Athéna qui lui redonnent toute sa présence. Elle veut savoir s'il y a bien coïncidence, en dépit du temps qui s'est écoulé et qui ont fait que les mains, non pas du mendiant, mais les mains d'Ulysse, c'est dit dans le texte, les mains du mendiant ne sont plus les mains d'Ulysse jeune, c'est des vieilles mains flétries. Elle dit, c'est que les mains et les pieds s'abîment vite dans le malheur. Elle veut savoir, tous ces derniers chants sont centrés sur le problème de la temporalité. Il y a des temps différents. Il y a eu les temps chez Calypso, il y a eu les temps avant, il y a eu les temps à Troie, et puis il y a maintenant ce temps qui est le présent, mais qui ne se comprend, qui ne se lit que parce qu'il est tissé lui-même avec un temps antérieur. Et c'est ça que le texte essaye de faire comprendre. J'arrive à la fin parce que je trouve honteux. Comment ça finit tout ça? Les prétendants sont tués. Elle continue à renacler. Et elle dit, elle va l'avoir à la ruse. Parce qu'il y a entre Pénélope et Ulysse un mégaséma, un signe fondamental, qui sont les seuls, eux deux, à connaître. Alors non seulement elle veut Ulysse de sa jeunesse, mais les sématas des autres, elles sont... Ulysse, elle a parlé avec Ulysse mendiant, il lui a raconté des bobards quand il ne voulait pas qu'elle le reconnaisse. Mais celui-là, qu'est-ce que c'est que ce séma? C'est que quand ils se sont mariés, Ulysse a construit le lit nuptial à partir d'un plant d'olivier, d'un pied d'olivier, enraciné dans la terre d'Ithaque. Et donc le lit est construit sur le pied. Et le pied, c'est lui qui est le séma. C'est lui qui est en même temps ce qu'on a sous le nez aujourd'hui, comme un signe irréfusable, irrécusable, mais qui en même temps ne se comprend que par des histoires bien antérieures, la façon dont il a voulu construire ça pour que le lit ne bouge pas, inamovible. On peut montrer, on a montré, j'ai essayé aussi, que ce pied inamovible, enraciné dans la terre d'Ithaque, est chargé de toutes sortes de symbolismes dans lesquels les temps interviennent, parce qu'il est en même temps le lit royal, le lit où dorment le roi et la reine, le lit qui fait qu'ils sont justifiés à considérer que le sort d'Ithaque dépend d'eux. Bref, elle s'arrange pour faire croire à Ulysse qu'elle a bougé ce lit. Il pique une crise épouvantable. Et il dit, mais voilà, elle ne peut pas aller bouger, mais alors... Et l'olivier. Et alors, l'olivier lui répond, paf, en lui sautant au cou, en lui disant, je vois que tu connais bien le mégaséma. Bon. Comment ça finit? Ça finit parce que le mariage, la maison a été lavée, le sang, les souillures, les femmes qui ont été infidèles pendant ces années ont été tuées. Et alors, tout ce qui s'est passé dans le palais est secret. Les gens d'Ithaque qui se promènent
n'en sont pas au courant. Et Ulysse dit, voilà, vous allez jouer de la musique, vous allez danser, vous allez claquer, faire jouer les claquettes de tous les côtés, comme si c'était la fête au palais. Parce que tout le monde savait que Pénélope allait être obligée de se choisir un mari. Et que par conséquent, il y allait avoir un mariage. Il va y en avoir un, mais là, c'est le mariage avec l'Ulysse de ma jeunesse. Vous direz, mais justement, c'est plus lui. C'est plus lui, mais c'est lui encore. En effet, à la fin de la journée, Ulysse et Pénélope se retrouvent dans le grand séma, dans le lit nuptial. Ils parlent, ils se racontent, chacun fait la part dans son récit d'un temps qui n'est plus là, mais qu'il a vécu, et chacun parle comme s'il était l'autre, parce qu'il y a entre eux non seulement cette espèce d'accent personnel qui est rare dans nos textes anciens, non seulement cette volonté de récupérer tous les temps et d'inscrire les temps dans l'écriture, mais aussi parce que, comme le dit le brave Ulysse, vous savez que quand il est en fait assis, il y a cette ravissante Nausicaa qui trouve qu'il est pas mal et qui essaye de voir si on ne pourrait pas se marier avec lui. Et il lui dit ceci: « Écoute-moi, jeune fille, ce qui compte plus que tout entre un homme et une femme, entre le mari et son épouse, c'est, je vous dis le terme grec, c'est homophrosyné. C'est l'accord, la communauté, l'identité des esprits, de ce qu'on pense, des systèmes de valeurs, de l'image qu'on se fait de la vie. C'est ça. Et il explique aussi, et d'autres l'expliquent aussi, qu'avec Pénélope, il y a cet accord intime de deux êtres, un homme et une femme. Et que par conséquent, quand ils se retrouvent 20 ans après, avec les mains qui sont plus qu'elles étaient, beaucoup de choses, il y a en même temps, il y a quelque chose qui est resté, qui est demeuré et que souligne le récit, et qui fait que pour nous, ce récit est bien cet immense portail à partir d'où les choses vont en laisser. C'est un récit où, d'une certaine façon, tout est temporel, et où l'auteur joue avec ça, mais où, à la fin, le temps du début rejoint le temps de la fin. Quand ils sont couchés là tous les deux, Athéna, quand ils discutent, avant qu'ils se livrent au plaisir de l'amour, comme dit le texte, Athéna arrête le char de l'aurore pour que cette nuit s'allonge, pour que le temps soit un peu bousculé et que cette nuit leur appartienne dans sa plénitude, à la fois dans l'amour qu'ils font et dans la façon dont chacun récupère l'autre et en les récupérant, se récupère lui-même. Maintenant qu'il se voit dans les yeux de Pénélope, un homme grec ne se regarde pas dans un miroir, cette époque, un peu plus tard. Mais à travers les yeux de Pénélope, il reconquiert entièrement son identité, une partie de sa jeunesse. Et nous, quand on réfléchit, on voit que ce qui existe déjà dans l'Odyssée et qui fait sa valeur, c'est le fait que par le texte, par l'écriture de ce qui soit du récit, il raconte des événements, mais quelquefois c'est le poète qui chante, quelquefois c'est Ulysse lui-même qui le raconte, et puis un troisième, Démodocos, ou un Aède qui chante. Tous ces temps sont mis les uns avec les autres, et il n'y a pas, au terme du récit, le sentiment que le temps est perdu. Il est retrouvé. Quand ils sont tous les deux au plumard,
Le temps est retrouvé. Il est retrouvé parce qu'on nous le fait comprendre, mais il est retrouvé aussi pour nous, lecteurs, qui comprenons que ce problème, la vie, la mort, trouvez-nous là-dedans. Essayons de comprendre et nous n'y arriverons pas. C'est vrai que comment on peut expliquer qu'on meurt? Et le texte, d'une certaine façon, nous répond. Nous répond, oui, vous êtes comme des feuilles, rien du tout. Outinos, outis, rien, vous ne comptez pas. Vous serez balayé, vous avez vécu, Mais l'homme, ce n'est pas seulement des individus qui, comme les bêtes, ont une évolution biologique et finalement disparaissent. Et on se dit, quoi bon? Non, non. Les hommes, c'est aussi l'histoire humaine, la construction, étonnante par les hommes, de longs textes qui racontent ce qui s'est passé, ils le racontent différemment de ce qui s'est passé, mais ils font avec ça quelque chose, si bien que les événements qui sont décrits par le poète, quand vous les lisez, tout d'un coup vous vous sentez que ça vous révèle un autre plan d'existence de ce qu'on appelle l'humain, et qui est la civilisation, le fait que les hommes ont construit, tout en mourant d'abord des rites funéraires aussi, des religions, des sociétés, des textes, la poésie, la danse, la tragédie, tout. Et que ça, c'est comme un socle sur lequel les hommes n'arrêtent pas de construire encore des choses. La cité grecque, ce qu'elle implique, tout ça, d'une certaine façon, c'est déjà inclus dans les récits homériques. Ça sera modifié, ça sera pris, au contraire, attaqué, mais c'est présent. Ce qui se construit, ce qui peut-être est le plus important, déjà quand il était sans ce petit groupe avec ses marins, bon, il n'était pas tout seul, ils étaient une petite flotte. Puis là, elles aussi, ils vont mourir tous les deux. Mais il y a l'Odyssée, il y a ce texte. Et ce texte, lui, son statut d'existence n'est pas le même que c'est rien du tout que nous sommes, ces feuilles. C'est du solide. C'est du solide, c'est de l'inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, parce que notre responsabilité, comme celle d'Homère, elle est engagée. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette communauté sur laquelle il n'y a pas de moi, personne n'existerait? Bref, un grand portail où même sans le savoir, on apprend que l'homme est histoire, civilisation, société, culture, fabrication, ouverture, invention, transformation, autant que malheur, bonheur personnel, soi et les autres. Écoutez, j'étais un peu exagéré, mais... Alors, on m'a dit qu'il y avait des jeunes, là. Je vois rien, mais j'ai pas les bonnes lunettes. S'il y a des jeunes, qu'il faille donner une conclusion à cet interminable laïus où j'ai pas dit le quart de ce que j'aurais voulu. Je me rappellerai que j'ai été jeune, moi aussi, ça compte pas beaucoup. Et je vous dirai, hé les gars et les filles, vive l'Odyssée!